Good afternoon. Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui et d'avoir décidé de venir écouter une conférence avec un titre captivant mais peut-être aussi trompeur. On va essayer d'expliquer dès que possible de quoi il s'agit. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le sujet de discussion, merci beaucoup aux organisateurs pour nous avoir donné la possibilité de vous adresser aujourd'hui et également aux étudiants qui nous aident avec notre travail et également à vous dans le public et dans le public qui suit sur Internet. Nous avons proposé ce sujet l'année dernière car on pensait que ça pourrait être pertinent, même si c'est le festival de la géopolitique. C'est Grenoble et on dit que c'est la Silicon Valley de la France. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais néanmoins, il y a beaucoup de travaux de recherche. Il y a des recherches collaboratives, de l'innovation, et on va en parler. Avant de commencer, je voudrais présenter les trois intervenants qui ont gentiment accepté d'être ici parmi nous ce soir. Je vais commencer avec Dr. Emilio Calvanese Strinati, qui est directeur des programmes de recherche internationaux au CEA. Et il peut nous expliquer de quoi il s'agit au CEA Leti. Puis nous avons Thierry Fench, directeur de l'innovation et de l'R&D et de l'efficacité chez ST Microélectronique. Et Mark Smith, et puis, oui, donc avec leur centre de recherche public-privé et Mark Smith, qui est le doyen de l'école et qui est également professeur au People Organization and Strategy Department. Et peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu. Avant de commencer la table ronde, j'ai préparé quelques diapos que je voudrais vous montrer pour vous donner un peu de contexte. La première diapo concerne l'évolution des programmes cadres. Le programme de recherche et de transfert européen ne sont pas les seuls instruments de politique pour la science et l'innovation, mais c'est certainement le plus connu. C'est intéressant de savoir que la recherche collaborative au niveau européen a commencé en 1971 et le premier programme cadre a démarré en 1983. Donc, vous voyez de 84 à 97, le financement total pour ce premier programme était l'équivalent de 3,3 milliards d'euros. On va accélérer un peu dans le temps. Il y a eu plusieurs programmes cadres et maintenant nous sommes à la fin du 8e programme qui s'appelle Horizon 2020 et nous sommes maintenant à un budget de 80 milliards d'euros. Il est important de noter que la recherche est une compétence de l'Europe depuis 1986. Je pense que vous êtes essentiellement français dans le public et vous voudrez comprendre le rôle de la France dans les programmes. Je peux vous donner les données pour les 7 programmes cadres du 7e de 2007 à 2013. Les participants français ont reçu un peu plus de 5 milliards d'euros. Ça représente 11,5% du financement total du programme. Et France était numéro 3 derrière l'Allemagne
grâce à sa taille, et le Royaume-Uni. C'est intéressant car c'est un pays, c'est plus petit que la France et le rôle du Royaume-Uni sera discuté, ou au moins le rôle futur sera discuté plus tard. Quels étaient les sujets où la France avait plus de poids? C'était dans la recherche nucléaire, avec 23,3% du financement total européen dans ce domaine, et l'espace. Et bizarrement, la France était en dessous de la moyenne pour l'agriculture et l'alimentation, 8%, et l'énergie et l'environnement. Si on parle du dernier programme cadre, Horizon 2020, on voit que la France a fait 9000 propositions pendant les 100 premiers appels à projets. Et même si la France est le 5e pays en termes de nombre d'applications, la France reste 3e bénéficiaire du financement. Donc, les organisations françaises soumettent moins de projets, mais ont un taux de réussite plus élevé que les autres pays qui soumettent des projets. Que voulons-nous dire lorsqu'on parle de recherche collaborative? En 2020, il y a des piliers, la science de base, le développement industriel et l'intégration et la mise en œuvre de solutions aux problèmes sociaux et économiques. Pourquoi avons-nous proposé cette table ronde? Parce que dans la plupart des programmes, il est nécessaire que le consortium soit un consortium international avec un certain nombre de partenaires et un certain nombre de pays. Et cela oblige fréquemment les organisations à rechercher des partenaires qui connaissent ou qui vont découvrir pour différentes raisons. Ça peut être utile de les avoir comme partenaires dans le consortium. Il y a eu certaines choses qui m'ont impressionné. C'est un rapport de 1997 concernant le 4e programme. Et ce rapport disait que le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et le développement n'atteint pas sa promesse. Il n'y a pas assez de focus et le programme sous-performe. J'étais impliquée plusieurs fois dans les projets et je n'ai pas toujours été content des résultats. J'ai eu des difficultés à comprendre pourquoi le bureau qui gère les projets pour la Commission n'était pas capable de mieux faire. Et puis, j'ai vu cet autre document de recherche qui indique que l'esprit, c'était un programme concernant les TIC qui a été remplacé par un autre programme. Et il y avait une phrase qui est indicative. Esprit a toujours été une construction politique dans laquelle la théorie de l'innovation et la technologie servaient des objectifs politiques. Il disait clairement que même si la collaboration concerne la recherche et l'innovation, d'un point de vue pratique, il s'agit de politique et plus explicitement l'intégration politique de certains pays qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, j'ai mis un titre un peu provocateur. Est-ce que ces programmes sont conçus pour une réussite modérée? Et donc là, je vous provoquais avec cette question. Donc là, je vais passer vite à la dernière diapo. Et là, il s'agit d'une question.
une question pour notre débat de la table ronde. Est-ce qu'on peut encourager l'intégration politique grâce à une collaboration forcée dans un domaine donné, comme la recherche et le développement? Et si oui, y a-t-il des compromis à trouver entre l'excellence et l'inclusion? Soit on cherche pour l'un, soit on cherche pour l'autre. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que les fonds soient dépensés de manière efficace? Pas seulement à des fins politiques non votées. Donc ça, c'est mon introduction. Puis là, peut-être que je peux commencer à poser des questions aux intervenants. Alors, est-ce qu'on garde l'ordre alphabétique ou pas? Donc, ils vont présenter leur entreprise, l'organisation et leur expérience dans les projets européens. Donc, c'est pour ça que je voulais donner ce contexte de programme cadre européen. Alors, il faut parler dans le microphone, s'il vous plaît. Merci. Donc, moi, je travaille chez ST Microélectronique. Je gère l'innovation. Et nous sommes une entreprise européenne. Ça, c'est très important. ST Microélectronique, c'est 46 000 employés à travers le monde, mais concentrés particulièrement en France et en Italie. Nous avons 10 000 employés en France et 10 000 en Italie. Et nous sommes 6 000 autour de Grenoble. On a un grand centre de recherche et de développement avec 2 000 personnes à Grenoble. Et nous avons également une usine, mais aussi un centre de développement du silicium à Crolles. Donc, 6 000 personnes. Nous sommes le premier employeur privé de l'Isère. Et nous sommes aussi le premier fabricant de microélectronique européen et nous sommes le 5e fabricant mondial. Donc nous sommes une entreprise européenne, même une entreprise du sud de l'Europe, avec notre usine principale qui se trouve en France, en Europe. En fait, nous produisons 60% de nos produits entre la France et l'Italie et nous exportons 95% de ce que nous produisons. Donc voilà, c'est un beau modèle. La microélectronique coûte cher. Il faut investir lourdement. On a certaines machines qui coûtent des dizaines de milliers de millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de capital. Il y a des administrations qui nous aident et on ne dit pas non à cette aide. En fait, certains concurrents en Chine ou ailleurs ont également l'aide de leur gouvernement. Donc c'est un processus qui nous intéresse et nous sommes toujours en discussion avec les administrations publiques. Donc ça, c'est le financement. Alors, la collaboration. Nous collaborons depuis toujours avec le CEA, par exemple, et nous collaborons encore avec le CEA. Nous avons des collaborations bilatérales ou des collaborations avec des instituts. J'étais à l'IRT juste avant cette réunion et nous participons au programme européen. Donc, il y a tous ces outils qui nous aident à booster notre R&D. Mais nous faisons partie d'une industrie stratégique. Donc, qu'est-ce que nous faisons chez nous? Nous fabriquons toutes les puces que vous allez trouver dans tous les objets connectés. Vous ne le savez pas, mais 30% de l'électronique dans votre téléphone a été conçue ici. Les téléphones sont montés en Chine, mais les composants sont développés ici. Donc, nous sommes une entreprise high-tech. Même dans votre voiture, vous pouvez avoir plusieurs centaines de composants de chez nous, dans votre voiture, même dans votre cafetière, votre machine à café, pardon. Donc, nous sommes derrière beaucoup d'applications. Alors, la production s'est élevée à 30 milliards d'appareils en 2018, donc 85 millions d'appareils par jour. Donc, vous pouvez imaginer la chaîne logistique et la fabrication.
En France, il y a beaucoup de R&D. Sur les 46 000, il y a 7 400 qui travaillent dans le R&D. Nous investissons 50% de nos revenus dans le R&D. Et si vous avez vu l'usine à Crolles, vous pouvez voir des agrandissements parce que nous nous trouvons dans une belle situation. Et les semi-conducteurs se portent bien. On avait une croissance de 20% en 2017 et 16%, presque 16% l'année dernière. Donc, nous recrutons beaucoup. L'année dernière, nous avons recruté 200 opérateurs et 200 ingénieurs localement. Donc, c'est une belle époque, mais je vais m'arrêter là peut-être. Je vais revenir à la question de la collaboration tout à l'heure. Moi, je travaille pour le CEA Leti. Le CEA est une entreprise technologique de recherche française fondée juste après la guerre. Donc, c'était pour travailler dans l'énergie nucléaire. Mais en fait, maintenant, il y a beaucoup de branches. Il y a 16 000 chercheurs répartis sur plusieurs centres de recherche. Et donc, il y a le Leti, qui est une de ces branches, avec 2000 personnes. Donc, depuis de nombreuses années, je suis responsable de coopération internationale dans le domaine de la sécurité des télécommunications des capteurs. Donc, ça veut dire 300, 400 employés concernés. Et en fait, nous travaillons depuis de nombreuses années, depuis le programme cadre 6, sur un projet européen. Et ça a été une belle collaboration. Mais en fait, moi, j'ai commencé mon voyage avec l'Europe en tant qu'étudiant Erasmus. Et puis finalement, j'étais vérificateur, j'ai commencé à travailler comme vérificateur de projet. Et en fait, le voyage que j'ai eu était très intéressant pour moi-même, mais aussi un voyage qui reflète l'évolution de l'Europe. Moi, je m'appelle Mark Smith, je suis doyen de l'école, professeur de HEM. Je suis ici pour deux raisons. Tout d'abord, depuis le début des années 90, je travaille sur beaucoup de projets européens, mais pas dans les mêmes domaines que mes voisins. Moi, je travaille principalement sur des questions sociales, la politique sociale, comment les politiques se transfèrent et sont échangées entre les pays, comment les pays adoptent les bonnes pratiques. Donc, c'est un thème commun partagé par plusieurs projets européens. Moi, j'ai commencé à partir de la fin d'un produit cadre 5 et en fait, j'ai également travaillé, j'étais responsable des universitaires ici à Grenoble. Nous avons beaucoup de projets financés par l'Europe, basés sur des technologies, mais également concentrés sur des questions sociales ou l'utilisation d'énergie. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'Union européenne. Mais aussi en termes du combat contre le changement climat, comment est-ce que les clients répondent aux changements technologiques et aux encouragements de changement de comportement. Donc, j'ai vu beaucoup de choses en tant que chercheur. Je suis quelqu'un qui a été responsable de projets, mais je suis quelqu'un également qui travaille avec des universitaires qui travaillent sur des projets. Donc, je prends le micro. Je pense que maintenant, on peut passer à la deuxième question. La deuxième question qui ne concerne pas ce que vous avez fait, mais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait ou votre organisation a fait ce que vous avez fait. Pourquoi? Quels sont les bénéfices de travailler sur un projet européen? Il y a peut-être des avantages financiers, mais il y a peut-être d'autres avantages. Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices? Donc, vous avez le micro. Alors, le pourquoi et le quoi. Alors, le pourquoi d'abord. Je suis britannique et comme montré par les statistiques de McKinley, les instituts de recherche britanniques
sont très doués en termes de trouver des financements européens. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'Université de Manchester et là, on était très actifs, on réussissait en termes de financement européen. Donc, c'était quelque chose, c'était un moteur de l'université, c'est-à-dire trouver des financements européens pour des programmes de recherche nationaux avec des chevauchements, avec des financements nationaux. C'est également une façon de faire intervenir d'autres chercheurs et d'avoir plus de résultats. On peut parler du Brexit tout à l'heure, mais c'est un sujet très intéressant aujourd'hui au Royaume-Uni parce que nous avons beaucoup d'universités qui sont entraînées par la recherche et qui sont très douées en termes d'accéder aux ressources financières de l'Union européenne. Donc, moi, j'ai été impliquée pas seulement dans la recherche sociale, mais aussi la recherche technologique et innovatrice. Et une autre justification que je peux donner, c'est que c'est seulement lorsque vous prenez du recul du contexte national que vous vous rendez compte de ce qui se passe et que vous arrivez à questionner ce qui se passe dans votre propre pays. Il y a des choses que vous prenez comme des choses données, organisation du marché du travail, par exemple. Donc, à travers la recherche comparative, on apprend beaucoup de choses. C'est presque comme un outil. Donc, on compare les pays, par exemple, pour savoir pourquoi ça se passe comme ça dans un pays A, et puis de manière différente dans un pays B. Donc, en termes de politique sociale, de politique d'emploi, notre compréhension de tendances sociales qui peuvent apparaître différentes, mais qui sont finalement assez similaires. Donc, c'est un vrai avantage si on veut comprendre ce qui se passe dans son propre pays, parce que vous avez ce recul, vous avez cette perspective de ce qui se passe dans un autre pays. Et c'est ça l'esprit de ce festival géopolitique, d'ailleurs. Troisièmement, c'est une occasion d'échanger sur les méthodologies, sur les façons de procéder dans le domaine de la recherche, au niveau de la recherche européenne, d'ailleurs. Souvent, la recherche se passe aux États-Unis. Donc, c'est bien d'avoir cette notion européenne de la recherche et ce que veut dire la responsabilité pour les organisations. Mais ça, c'est politique avec un petit p. Mais en termes d'une société pluraliste, c'est important d'avoir ce débat-là. Donc, le pourquoi. Donc, la réponse est forcément complexe. Il y a beaucoup de réponses. Donc, une première réponse. Nous sommes un centre de recherche, donc nous devons concevoir des choses 5 à 20 ans avant leur lancement. Donc, 3G, 4G, 5G. Donc, on est déjà en train de travailler sur le 6G. Donc, des choses qui ne vont pas apparaître avant 2030. Comment faire? Il faut des personnes intelligentes qui y réfléchissent aux solutions. Mais en fait, il faut de la collaboration pour que ces personnes travaillent bien. Parce que vous apprenez les uns des autres et vous apprenez des choses aux autres et eux, ils vous apprennent des choses. Donc, lorsque vous avez de la concurrence dans un système, vous arrivez à voir ce qu'il y a de mieux des personnes qui travaillent. Donc, il faut de la comparaison, il faut de la concurrence. Et puis, une fois une équipe montée, après, vous allez apprendre des choses grâce aux attitudes différentes, grâce aux démarches différentes des uns et des autres, et vous pouvez comparer des solutions de pays différents. Et nous sommes 16 000 personnes dans mon entreprise. Et nous avons collaboré avec 1 million de personnes. Et cela veut dire que on offre à ces personnes une autre expérience. Ces personnes travaillent pour une entreprise, travaillent dans un bureau, mais ces personnes apprennent autre chose parce qu'il y a une autre façon de parler, il y a une autre façon de réfléchir.
On peut questionner ces personnes grâce à la collaboration. Puis il y a d'autres raisons. Lorsque vous devez faire de la recherche, vous prenez un risque. Vous devez définir un budget. Donc, s'il y a un cadre, un budget, votre groupe, votre écosystème que vous avez construit ensemble va vous permettre de limiter les risques. Donc, il y a bien d'autres raisons, mais je m'arrête là. Alors, ce que je disais, c'est que notre industrie est stratégique et utilise beaucoup de capital. Donc, cela coûte très cher. Donc, il y a des façons, grâce à la collaboration, il y a des façons de partager les projets et d'être complémentaires et de construire ensemble à un meilleur coût. Nous ne collaborons pas seulement avec l'Europe, mais aussi avec un écosystème aux États-Unis, aussi à Singapour, en Asie, en Corée, etc. Mais en Europe, nous avons... Bon, je vais parler de la collaboration dans le domaine de la microélectronique. Donc, si vous regardez l'Europe, nous avons plusieurs écosystèmes. Ici, à Grenoble, il y a le Pays-Bas avec 11, il y a Dresde, et puis il y a autour de Milan. Pour avoir de la synergie au sein de l'Europe, il faut que tous travaillent ensemble. Donc, notre plan européen implique ces différents écosystèmes. Donc, c'est un écosystème que nous structurons. Nous sommes en train de développer, par exemple, un nouveau processus électronique Isacrol, mais nous voulons que Dresde l'utilise également. Donc, nous allons collaborer pour avoir la supervision de notre technologie. C'est peut-être... Donc, on sait qu'on peut collaborer pour éviter que plusieurs acteurs développent la même chose. Donc, ça, c'est bien pour optimiser les coûts. Je parlais de financement d'Europe. Financement européen par un groupe comme le nôtre. Donc, j'ai entendu la question. Donc, vous allez avoir un financement à 20%. Tout le reste vient d'investissements privés de l'entreprise. Donc, ce n'est pas comme si nous sommes entièrement financés. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on travaille à Grenoble, on va être leader du projet, mais le LETI ou un labo à la fac travaille avec nous et ces labos peuvent être financés à 100%. Donc, lorsque nous participons, lorsque nous créons un consortium local, ce n'est pas seulement bien pour nous, c'est bien pour toute la recherche autour de nous. Nous sommes là en train de soutenir cette recherche grâce à ce projet. Peut-être que vous avez entendu parler de Nano 2017. C'était un programme d'État et maintenant, il y a l'IPCIA pour la microélectronique, un autre programme qui a été lancé avec 29 partenaires dans 4 pays en Europe, donc plusieurs écosystèmes. Et en France, il y a plus de 70 partenaires. Donc, ça va des petites entreprises, des labos de recherche qui vont bénéficier de tout ce flux de financement pour faire leurs recherches. L'argent, on ne le donne pas comme ça. Hein. Il faut un projet qui le justifie. Donc, si vous prenez un risque, donc c'est une façon de gérer ce risque, cette collaboration. Et aussi pour ce programme, il y a une sorte de ce qu'on appelle un spillover, des conséquences supplémentaires. Donc, on doit contribuer au développement général de l'Europe. Merci Thierry. J'ai une question politique maintenant. Parce que les organisations comme la vôtre va pouvoir financer la recherche et le développement, même sans les fonds européens. Mais peut-être que les petites organisations ont besoin de ces fonds européens. En même temps, nous savons que le budget consacré à la recherche et le développement, donc 27, 28 pays, on sait qu'il y a des pays
qui donne ce rôle, qui demande des financements européens. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est négatif à long terme ou est-ce que vous pensez que c'est bien? C'est bien qu'il y ait cette intégration parce qu'encore une fois, on parle d'union ou des unions. Comment est-ce que on peut penser à revenir aux États nationaux lorsque ces États nationaux n'ont plus de politique pour la science et la recherche nationale? Parce que j'ai vu, parce qu'en Italie, par exemple, le financement public pour la recherche est en baisse et donc il y a une dépendance sur des fonds européens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous pouvez commencer. Alors, cela dépend du point de vue. Si on pense à l'Europe, pourquoi dépenser de l'argent sur des pays qui n'ont pas d'histoire dans la recherche? Pourquoi donner de l'argent à ces pays-là? Mais si on pense globalement, l'Europe est en concurrence contre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a une masse critique. Donc, si on peut avoir des connaissances des pays qui n'ont pas cette culture de recherche, à ce moment-là, il y aura plus de personnes, plus de cerveaux qui peuvent offrir de l'innovation à l'Europe. Donc, il faut penser au niveau européen. Il ne faut pas penser à l'Europe comme on la voyait au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de concurrence entre l'Allemagne et la Grèce. Le combat, c'est entre l'Europe et d'autres régions mondiales. Parce que nous avons une masse critique. Je vais revenir à l'histoire du Brexit parce que cela illustre ce que vous disiez. Les financements européens ont remplacé grandement les fonds nationaux, surtout pour certains projets scientifiques. Et au Royaume-Uni, le financement national se concentre sur certaines priorités. Donc, les défis plus grands sont couverts par le financement européen. Donc, il y a différentes perspectives, il y a plus de talents, on peut choisir. Donc, un groupe d'États comme l'Union européenne ont plus de possibilités en termes de partage de connaissances et de culture. Donc, la recherche a lieu dans des instituts universitaires. Ces instituts nous apprennent des choses. Donc, il y a une diffusion de cette connaissance à d'autres populations. Donc, la formation de futurs responsables ou de futurs ingénieurs ou scientifiques. Donc, c'est ça l'avantage de la connaissance et de la diffusion de la connaissance, mais aussi la diffusion de la culture. Il faut être critique vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de la connaissance et de son origine. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais continuer. Pour moi, la taille européenne est très importante pour tout ce qui est normalisation. Au sein de mon équipe, j'ai un programme médical. Cela ne concerne pas uniquement de la microélectronique, cela concerne également l'application, parce qu'il faut comprendre l'application pour comprendre l'évolution de la technologie en fonction de l'utilisation de la société. Donc, nous ne sommes pas une entreprise médicale, mais nous sommes leaders sur ce programme parce que nous donnons toutes les technologies de base pour pouvoir fabriquer des appareils médicaux qui sont connectés, que les gens peuvent ramener chez eux, et des choses qu'ils peuvent porter pour voir si leur cœur fonctionne correctement, etc. Et c'est un grand programme. Nous avons tout un groupe en Allemagne, un autre en Espagne, et puis à l'écosystème grenoblois. Donc, on travaille avec le CHU, on travaille avec Fresenius, avec ST Microélectronique, avec Orange, avec certaines assurances, avec toute la chaîne de valeur. Et c'est très important. On ne fait pas quelque chose de franco-français. Lorsqu'on travaille avec l'Espagne, lorsqu'on rencontre les Allemands,
on parle de la sécurité, de la confidentialité de données. C'est très important de définir des règlements. Et pour la normalisation, la standardisation, vous savez, ce programme, ce n'est pas de la recherche fondamentale. C'est de la recherche et du développement pour l'innovation. Donc, ça veut dire qu'il faut des entreprises, qu'il faut la création de nouveaux emplois. Et nous n'avons pas tellement de temps pour définir les normes et pour pouvoir faire quelque chose au niveau européen. Merci Thierry. Peut-être que je vais passer à quelque chose de plus spécifique pour cette table ronde. Vous savez que le titre de cette table ronde, c'est « Au lit avec un étranger intelligent ». Vous savez, c'est une métaphore, bien sûr. Mais j'aimerais savoir si vous vous trouvez jamais dans cette situation, lorsque vous démarrez un consortium pour un projet, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive ou est-ce qu'il y a des résultats différents en fonction de différents facteurs? Donc, quels sont les mécanismes aujourd'hui? Les mécanismes que nous avons dans les programmes cadres. Peut-être que votre point de vue, c'est le point de vue d'une très grande organisation où vous imposez votre voix sur les autres partenaires plus petits. Peut-être que je me trompe, mais j'aimerais juste savoir quelle est votre expérience, quels sont vos sentiments. Qui aimerait commencer? Qui veut nous parler de ces histoires avec des étrangers intelligents? Et est-ce que c'était des étrangers intelligents? En fait, nous sommes au lit avec beaucoup de locaux très intelligents. Ça, c'est bien parce que nous avons un écosystème très actif. Mais lorsqu'on regarde les consortiums, parfois, c'est drôle. Au sein d'un consortium, donc notre concurrent principal, c'est Infinium. Mais on peut voir un consortium avec Infinium et on peut travailler sur une étape précise de la fabrication et on peut partager des choses, des connaissances. On veut des consortiums avec des étrangers très intelligents. Nous sommes nous-mêmes un étranger intelligent pour les autres. C'est quelque chose qui peut aider. C'est très important d'introduire de petites entreprises. Pour le projet médical, par exemple, il y a 2 startups qui sont impliquées. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est l'évolution technologique, mais c'est également la croissance économique. Mais ce qui est intéressant, il y a beaucoup de travail juridique, bien sûr. Il y a, concernant la propriété intellectuelle, les droits pays. Donc, nous avons un accord. Ça peut être assez lourd. Mais ce programme, pour pouvoir faire la proposition, pour pouvoir faire le reporting, toutes les tâches administratives, ça peut être assez lourd. Il y a beaucoup de travail. Donc, nous avons des équipes dédiées qui travaillent en rapport avec Bruxelles et avec d'autres entreprises. Donc, nous devons aider les petites entreprises, nous devons les aider à accéder à ces possibilités parce qu'il faut un accès aux contacts, aux interlocuteurs, parce que ces interlocuteurs peuvent devenir des partenaires en affaires. Nous devons les aider. Et en fait, localement, nous avons des groupements, des clusters qui aident avec la définition de propositions. Puis après, on leur pose la question, est-ce que vous voulez faire partie du consortium? Et puis on les aide. Et de temps en temps, ces petites entreprises sont très intelligentes. So it's not a very easy question to answer. C'est jamais une question où on trouve une réponse facile. Mais je dirais premièrement que si vous êtes une petite société, dans le contexte actuel, c'est difficile de trouver un consortium qui fait sens.
une consortium sans structure ne gagnera jamais. Les groupes avec des taux de succès avec 0,1% de taux de réussite et d'autres avec 20% de taux de réussite. Si vous voulez faire partie d'un grand consortium, il faut que quelqu'un vous présente ou il faut faire quelque chose d'exceptionnel qui attire l'intérêt des autres. C'est difficile de trouver quelqu'un qui n'est pas connu dans le domaine, à moins que vous soyez juste en train de démarrer dans l'activité. J'ai de l'expérience avec les projets européens et nous sommes une position en général de construire un consortium, de suggérer un consortium, de trouver des partenaires. Mais si quelqu'un travaille dans la communauté, nous pouvons les tracer, il n'est pas étranger. Mais si quelqu'un arrive ou on leur pose des questions, on pose des défis à ces personnes où on est désespéré, on travaille avec eux, mais normalement, on ne va pas au lit avec un étranger. J'étais impliquée dans des projets où il y avait 27, 28 partenaires, donc un partenaire de tous les pays, et j'ai travaillé sur des projets où il y avait 10 partenaires et que le consortium avait un mélange de ce que l'on appelle les nouveaux États membres et les anciens États membres, donc pré-2005 et post-2005. Je dirais qu'il y a toujours une hétérogénéité parmi les partenaires. Certains sont plus intelligents que les autres, mais pas comme on le penserait, et on peut avoir des surprises. Des surprises parce que les personnes sont extrêmement innovantes ou les équipes de recherche sont innovantes, qui viennent d'un pays que vous ne connaissez pas du tout, qui donnent une nouvelle vision. Et parfois, on apprend quelque chose sur un pays. Le Luxembourg, par exemple. Pourquoi le Luxembourg participe? Est-ce qu'on est obligé d'avoir les 27 ou les 28? Mais on comprend les problèmes d'un autre point de vue. Peut-être que vous ne comprenez pas du Luxembourg qu'il y a beaucoup de travailleurs transfrontaliers qui vivent dans un pays et qui travaillent au Luxembourg. Et si vous êtes intéressé par la politique du marché du travail, quelle politique s'applique? Quelles règles de protection sociale s'appliquent? Comment est-ce qu'on gère la retraite de ces personnes, leur formation, leur éducation? Donc, ce petit pays qui est très riche, et peut-être qu'on se demande pourquoi il y a tant de représentants, mais c'est parce qu'ils peuvent nous donner une vision spécifique d'un projet. J'étais impliquée dans un projet sur la crise du chômage des jeunes, et certains pays de l'Europe de l'Est, les pays baltes, présentent un point de vue spécifique. Beaucoup de leurs jeunes sont partis à l'étranger, en Irlande, au Royaume-Uni. Ça présente un autre problème pour les pays qui ont accueilli ces jeunes à Dublin ou ailleurs. Et qu'en est-il des jeunes qui sont restés au pays? Il y a des surprises qui viennent des personnes avec lesquelles on travaille, et également, on peut avoir une nouvelle vision sur un problème spécifique ou un défi social qu'on a vu uniquement d'un point de vue d'un grand pays qui reçoit les migrants, par exemple, ou qui a un problème de chômage plus standard. Il y a des gagnants, des perdants, il y a des partenaires qui sont moins intéressés que d'autres, mais pour moi, c'est toujours très positif et on trouve toujours des surprises, des choses qui nous forcent à nous poser des questions et voir les questions d'un autre point de vue. Pour une petite société, si vous voulez être visible, vous devez faire partie d'un cluster minologique. Et une société qui est dans un pôle de compétitivité tel que Minologique, il y a des événements, ils peuvent montrer la valeur qu'ils apportent et ils peuvent être contactés pour faire partie d'un consortium. Nous construisons un consortium et nous allons à un événement de brokerage où l'organisation
propose des appels à projets et on y va avec des propositions. Mais ces propositions de projets nous forcent à passer du temps avec les personnes à construire le consortium. Vous pouvez faire partie de TNR10 si vous travaillez dans l'énergie. Il y a KIC, des organisations qui vous aident à devenir visibles afin d'être un partenaire attrayant pour un projet européen. Il faut être visible. Par exemple, on a rencontré Fréjanus à un événement minologique et ils sont devenus partenaires dans un projet avec nous. Désolée si j'insiste un peu, mais mon expérience est qu'on cherche des partenaires à la dernière minute parce qu'il y a une exigence spécifique. Et encore une fois, dans votre cas, vous êtes dans des centres, dans des plateformes qui sont assez grandes, donc vous n'avez pas de difficultés à trouver des partenaires. Mais je me demande si vous avez parlé d'Infinium, mais vous voudriez travailler uniquement avec vos pairs à votre niveau. En fonction du cas, les partenaires peuvent donner un autre point de vue, mais est-ce que c'est plus juste le hasard ou est-ce que c'est parce qu'on crée un appareil ou un moyen d'ouvrir son point de vue? Est-ce que vous avez eu déjà le sentiment que vous étiez obligé d'avoir un partenariat qui était plus important, qui aurait dû être nécessaire pour être efficace, pour livrer une avance technologique? Parfois, on est forcé à trouver d'autres partenaires, mais il faut réfléchir au contrefait. Si vous créez des réseaux uniquement avec vos 3 copains, le financement européen se concentrait sur l'Italie, la France et le Royaume-Uni, et on verrait une plus grande différence entre les vieux amis et les nouveaux amis. Donc, c'est important d'intégrer de nouveaux partenaires qui peuvent emmener un point de vue différent. Il est important de noter que lorsqu'on a un consortium, ce n'est pas figé. Vous aurez peut-être un financement pour 2 ans, 3 ans, mais vous faites un engagement au début et il y a un dynamisme entre les membres du consortium. Si quelqu'un ne livre pas ses promesses, il ne continue pas à avoir les mêmes ressources. Mais si quelqu'un qui avait peu de ressources au début se montre innovant ou qui a un sujet plus intéressant à développer, on peut transférer les ressources. Et ça nous permet de cibler les ressources sur la valeur ajoutée dans le consortium et permet également au consortium de vivre et de respirer et de bénéficier d'un plus grand nombre de membres. Mais s'il y a des personnes qui sont redondantes, leur poids, leur influence dans le projet est également limitée ou réduite. Mais en général, je vois que c'est positif d'avoir beaucoup de participants dans un consortium. Si on se limite aux personnes qu'on connaît, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter les mêmes choses avec nos mêmes amis. Il y a au moins 2 types de contextes, où soit vous avez un hôtel et quelqu'un couche avec un étranger dans votre hôtel, ou vous êtes un client. Si vous gérez un projet et un étranger arrive dans votre hôtel, dans votre projet, on a un outil spécifique dans le management, c'est la gestion des risques. Il faut avoir un plan si les choses ne vont pas en ligne avec le plan. Si vous avez un étranger,
c'est une opportunité, mais il faut aussi être assez intelligent pour avoir des outils de management et des outils qui vous permettent de réagir aux problèmes qui peuvent survenir. Si vous êtes juste un partenaire, juste un client de l'hôtel, vous pouvez avoir l'expérience que vous voulez. Vous pouvez être innovant ou conservateur et vous voyagez, vous n'êtes pas le capitaine du bateau ni le propriétaire de l'hôtel. La diversité est une bonne chose. Je vous donne un exemple. Prenons un programme, l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie 4.0. C'est un sujet très important à l'heure actuelle. On peut travailler avec des concurrents et on deviendra plus efficace. Et on peut être partenaire avec eux sur ce type de projet pour améliorer nos capacités. On travaille avec des RTO, des centres de recherche, CEA, l'ETNI, l'IMEC, parce que les idées doivent circuler, personne ne détient la vérité et tout le monde s'enrichit grâce à une bonne collaboration. Les petites sociétés doivent avoir une stabilité économique et parfois les startups n'ont pas le droit de participer, mais certains projets ont des appels ouverts et vous pouvez travailler avec des startups sur certains aspects du projet. La diversité est importante. En tant que leader, vous avez plus de pouvoir pour formater le consortium à votre idée. Il y a beaucoup de discussions sur le lobbying. On se connaît dans les sociétés, évidemment. Mais c'est également une manière de mieux connaître les partenaires et, in fine, ça peut vraiment générer de l'activité et peut avoir un impact positif sur l'activité. Un autre point de vue. Si on vous donne un budget, la commission va évaluer le projet. Vous voulez avoir des nouveaux, des étrangers dans le consortium pour montrer que vous l'ouvrez, mais lorsque c'est évalué par l'Union, vous faites plus confiance aux acteurs que vous connaissez. Dans l'évaluation, vous pouvez dire je sais que ce partenaire fera le boulot parce que je connais. Mais si c'est un nouveau venu, qui sait? Vous prenez un risque. Lorsque vous évaluez, vous ne voulez pas prendre trop de risques. Donc, il y a les deux côtés de la pièce. On a besoin de nouveaux partenaires, mais au moment de l'évaluation, il faut aussi se dire si celui-ci ne fait pas son boulot, qu'allons-nous faire? Vous travaillez pour des organisations qui gèrent des douzaines de projets en même temps. Mon expérience était avec des organisations plus petites et souvent une frustration qu'on avait concernait quand il n'y avait plus de budget pour le projet, les relations se terminaient. Peu importe s'ils étaient intelligents ou et qu'ils étaient plus des étrangers. Lorsqu'un des objectifs dans l'opinion de l'Union européenne, c'est de faciliter l'intégration et la création de liens qui durent dans le temps, et je vois que ça ne fonctionne pas très bien tout le temps. Surtout si vous n'avez pas l'opportunité de travailler dans votre domaine spécifique. Les champions sont toujours très clairs et il y a un nombre limité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien de rencontrer beaucoup de personnes, d'avoir toute cette diversité et de confronter plusieurs points de vue. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est-à-dire recommencer avec chaque appel, essayer de comprendre qui sera la bonne personne, qui sera la bonne organisation pour l'appel.
mais sans vraiment construire un véritable réseau. En fait, cela va dépendre de votre façon de procéder. Un tiers de nos partenaires nous est bien connu. Donc, il y a une équipe centrale et puis après, il y a d'autres partenaires avec qui on ne travaille pas systématiquement. Donc, si vous avez 1 ou 2 propositions de projet par an, eh bien, lorsque vous procédez ainsi, si vous avez beaucoup de projets, c'est plus difficile. Vous pouvez avoir une stratégie de marketing ou une stratégie partenariat ou un cadre spécifique pour certains projets, pour certains sujets. Donc, avant que l'appel ait lieu, vous avez déjà une stratégie. Donc, vous ne redémarrez pas, vous ne recommencez pas, vous intégrez de nouveaux partenaires, mais vous avez déjà une équipe centrale, des partenaires avec lesquels vous travaillez systématiquement. Je vais être rapide parce qu'il ne reste que quelques minutes. Moi, je dirais que c'est un peu comme n'importe quel projet dans la vie, ou en interne ou en externe, vous faites des choses ensemble et pour le projet suivant, vous emportez certaines compétences, mais vous emportez avec vous des gens qui sont disponibles. Donc, on peut travailler sur un projet européen avec certaines personnes et puis lors du projet suivant, on va garder certaines personnes, mais on va en prendre d'autres. Dans le programme cadre 7, c'était le cas. On a financé de nouveaux partenaires. C'est normal, je dirais. Et un des avantages d'être chercheur, c'est qu'on peut travailler avec des personnes avec qui on s'entend bien ou avec qui on pense qu'on peut réussir. Donc, c'est la vie, n'est-ce pas? On ne peut pas obliger les gens de s'aimer, de s'entendre. On peut être les mêmes clients dans un hôtel, mais ce n'est pas forcément les clients avec qui vous aimeriez toujours rester. On aime que la clientèle change. Oui, il y a ce processus d'affaires et ce processus de croissance d'affaires. Donc, lorsque vous voulez de réels résultats, le réseau, si vous avez bien travaillé, le réseau va devenir extrêmement durable. Nous avons eu un bel exemple au niveau européen et au niveau local pour tout ce qui est technologie d'imagerie. Vous ne le savez pas, mais il s'agit de tout un écosystème au niveau mondial pour tout ce qui est technologie d'imagerie. C'est-à-dire l'appareil photo dans votre téléphone, l'identification 3-dimensionnelle. Donc, il y a beaucoup de pixels. Donc, il y avait un projet européen énorme qui nous a aidés à travailler étroitement avec ST, avec Soitec, avec Ulysse, Sofradir, Pixelis. Ce sont des noms que vous allez voir régulièrement dans la région, mais aussi avec Leti. Et c'est ça qui est fort. Différents écosystèmes qui fonctionnent ensemble, qui travaillent ensemble. Et à partir de la recherche, grâce à cette recherche, il y a de gros clients qui viennent nous voir, qui ont compris qu'ensemble, en Europe, nous avons construit une technologie unique et pour eux. Donc, ce sont des clients qui viennent nous voir. Et c'est un exemple de la force d'être unis, de travailler ensemble en Europe. Merci. Je pense qu'il est temps d'ouvrir le débat s'il y a des questions dans la salle. Vous pouvez peut-être vous présenter. Je m'appelle Pamela, je fais un MBA ici à la GEM. Quels sont les critères utilisés pour évaluer les clients de l'hôtel, pour savoir si ils doivent faire partie du consortium ou pas? Lorsque vous êtes en train de construire un consortium, vous avez un thème. Et après, vous allez travailler des work packages. Et chaque membre du consortium doit apporter quelque chose au sein du projet pour contribuer.
au projet pour que le projet soit cohérent pour tous les acteurs. Donc, il y a différents niveaux. Tout d'abord, il y a l'expertise. Vous avez des besoins d'expertise particulière pour un projet. Mais il y a également des personnes qui sont très compétentes dans la rédaction. Il y a d'autres partenaires qui ont accès à des ressources particulières. Par exemple, si vous avez besoin de drones, par exemple, vous avez besoin de travailler avec des spécialistes. Si vous avez... Il faut un équilibre entre partenaires. Après, lorsque le travail change, vous avez besoin d'autres partenaires. Donc, lorsqu'on a des expertises, des compétences particulières, on peut apporter ces compétences au projet. So, I'd agree that it's based on expertise. Oui, c'est en fonction de l'expertise. En tant que chercheur, on regarde le nombre de publis, l'expérience de gestion de livraison de résultats. Mais puisque j'ai travaillé sur plusieurs projets européens, la définition d'expertise s'est ouverte un petit peu. Donc, lors du dernier projet, et dans le cas de beaucoup de projets européens aujourd'hui, il y a cette notion d'impact. Et donc, cela va au-delà de la production de connaissances. Donc, il y a des membres qui peuvent utiliser cette connaissance pour impacter des personnes normales, entre guillemets. Donc, il y avait des personnes qui faisaient du lobbying pour des groupements de jeunes. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de ressources d'allouer, mais il y avait beaucoup d'impact. Ils se demandaient... En fait, ce qui nous intéressait, c'était la crise de l'emploi des jeunes. Donc, c'est bien de pouvoir ouvrir les portes. Et ça, c'est très utile pour tout ce qui est politique sociale, par exemple. J'ai de l'expérience dans ce domaine. On peut parler également des vérificateurs. Lorsque vous faites une proposition, cela ne veut pas dire qu'elle sera acceptée. Donc, il y a des personnes, des relecteurs. Parfois, il s'agit de personnes de chez vous. Parfois, il s'agit de personnes de chez vos concurrents. Mais en gros, lorsque on est relecteur, il faut adopter une approche éthique et juger la valeur d'un programme. Donc, il faut un bon consortium et il faut une bonne proposition de projet. En fait, il y a beaucoup de lignes directrices qu'il faut suivre, surtout vis-à-vis du résultat, du spillover, comme on dit. Il faut faire attention à cela. Lorsque vous réalisez un tel projet, vous allez recevoir de l'argent de l'Europe ou de l'État. Donc, il y a ces relecteurs. And we have to prepare. Et vous devez préparer des rapports, vous devez rendre compte. Et il faut un bon suivi du programme après. Au niveau du consortium, il faut analyser les motivations. Quelqu'un qui ne veut pas écouter et qui ne contribue pas peut représenter un obstacle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, je m'appelle Fidelis et je suis étudiant à Paris. Vous avez souligné que dans le cadre de RDI, l'Union européenne peut donner des financements aux entreprises. Donc, l'Union vous demande de montrer des résultats? Ou est-ce qu'il y a une obligation de résultat ou pas? Donc, vous parlez de droits de propriété intellectuelle, de résultats du projet. Vous parlez de propriété intellectuelle? Non, en gros, lorsque vous recevez des financements européens, est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les financements ou est-ce qu'il faut rendre compte? Est-ce qu'il faut partager ce que vous produisez? Alors, il y a différentes façons de faire. Il y a deux façons standards. Donc,
il y a une méthode qui est plutôt universitaire et puis il y a une méthode plutôt industrielle. Donc la méthode universitaire, tout le monde peut profiter de licences, profiter de la propriété. Et il y a la méthode industrielle où il faut demander les droits aux autres membres du consortium. Puis il y a des choses entre les deux. Mais en général, si vous faites quelque chose avant le projet, qui représente un pilier pour le projet, c'est votre propriété. Et les gens doivent payer pour la licence. Si vous produisez quelque chose au sein du projet, utilisé pour la recherche, en général, la licence est gratuite. Mais lorsque on peut commencer à faire de l'argent grâce à un produit, là, la propriété intellectuelle joue son rôle. Alors, les projets dans lesquels j'ai été impliquée n'ont pas produit de licence. Mais si vous êtes chercheur, ce qui vous intéresse, c'est les données, les enquêtes, les résultats des enquêtes que vous pouvez utiliser pour créer vos propres résultats. Et il y a une obligation aujourd'hui. Ces enquêtes conçues pour le projet sont rendues aujourd'hui disponibles pour tous les autres. Donc l'idée, c'est de diffuser les informations, de partager les informations, de maximiser le nombre de personnes pouvant accéder à ces résultats. Vous analysez en premier, vous publiez les résultats, mais après, les autres sont encouragés à utiliser ces résultats. Bien sûr, si vous avez un projet avec 50 participants ou 100 qui font partie d'un consortium, vous pouvez imaginer la documentation juridique. Mais la question de la propriété intellectuelle est très bien définie. Nos services juridiques sont très occupés. Parfois, il faut du temps d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de négociations à traiter. Merci. Oui, les propriétés intellectuelles la propriété intellectuelle est très importante. Y a-t-il d'autres questions? Je suis contribuable. Et ce qui m'intéresse, en fait, ce qui me surprend, c'est la question à l'écran. Comment est-ce que l'Union européenne peut s'assurer que les fonds sont dépensés efficacement? Ce n'est pas ma préoccupation principale. Ce qui me préoccupe, c'est le retour sur investissement. S'il y a 50 milliards d'euros investis en 2020, combien de brevets ont été accordés ou seront accordés? Combien de personnes seront impliquées? Combien d'entreprises? Quelle est votre impression? Pas en tant qu'entreprise ou en tant qu'organisation ou de membre de consortium, mais d'un point de vue général, en tant que citoyen de l'Union européenne. Quels sont les indicateurs clés de performance utilisés? Bon, une question difficile, parce qu'il y a des effets directs qui sont assez simples et puis d'autres qui sont plus compliqués et d'autres qui se révèlent tardivement. Alors, nous faisons l'analyse. En fait, c'est les administrations qui nous demandent de faire des analyses. Si on a des financements européens ou des financements régionaux, nous devons faire des analyses si on est sponsorisé. Tout est rapporté. C'est comme Nano 17. C'est un programme très important. On a publié des informations sur les KPI, sur les emplois créés. Nos bons résultats aujourd'hui proviennent de ce programme d'ailleurs. Si on parle d'imagerie, il y avait beaucoup de collaboration. On était impliqués dans beaucoup de projets européens et aujourd'hui, nous sommes en train de recruter. Nos partenaires sont en train de recruter. Il y a beaucoup de croissance et c'est grâce au programme. Donc, c'est ça qu'on cherche à avoir, une croissance économique lorsque les labos sont financés par des administrations publiques.
Donc, nous analysons ces indicateurs clés de performance. Les chiffres, on les prépare parce qu'on nous demande les chiffres, on nous demande les résultats d'analyse, parce qu'après, l'administration doit justifier l'utilisation de son budget. Avec le métro, on est en train de négocier quelque chose. On parle de ce qui est utile d'un point de vue technologique pour la société, parce que de temps en temps, c'est quelque chose qui est très abstrait. Que font ces puces, par exemple? Si on peut montrer qu'on peut les utiliser pour analyser la pollution, qu'on peut mesurer la mobilité ou faire autre chose avec les puces, les résultats sont plus visibles. La technologie est mieux acceptée, mais il faut montrer qu'il y a un retour sur investissement pour le contribuable, que ça va améliorer la vie du contribuable. Alors, le travail que je fais n'implique pas de brevet, mais nos évaluations sont nettement plus concentrées sur les impacts, pas en termes de nombre de publications ou de livres lus, impact en termes d'impact sur la société, donc impact plus général. Donc, il y a tout un processus d'évaluation. Combien de parties prenantes sont impliquées? Combien de fois les résultats ont-ils été présentés au gouvernement ou lors de conférences internationales impliquant des politiques? Donc, voilà, on présente les résultats. Et on parle de l'impact de ces résultats sur les décideurs. On parle de progrès appris dans un pays, transférés dans un autre pays. Donc, c'est comme cela que nous démontrons l'utilité pour le contribuable. I don't know whether there are other questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'ai une dernière question. The question is... La question concerne l'Horizon Europe, le prochain programme cadre et la discussion sur les priorités continues. Donc, on ne va pas en parler, mais qu'en est-il des règles de l'hôtel? Est-ce que les chambres resteront les mêmes? Est-ce qu'on aura différents types d'hôtels? Est-ce que vous pouvez spéculer sur cette question, sachant que le Brexit va peut-être avoir lieu? Et ce sera une perte pour la recherche européenne de perdre ses contacts avec les chercheurs britanniques et tous les chercheurs qui travaillent dans les instituts britanniques. C'est un fait et ça va peut-être arriver rapidement et l'Union européenne va peut-être devoir repenser les règles de la collaboration. On ne va pas oublier, le Royaume-Uni ne va pas nous manquer parce qu'ils seront toujours là. Si le gouvernement va mettre leur propre financement, on travaillera avec eux de manière gratuite. Ce ne sera pas plus difficile, ce sera plus facile de travailler avec eux. On ne va pas s'en débarrasser aussi facilement. Je suis d'accord avec Emilio. Les organisations comme les gouvernements sont pragmatiques et pratiques et ils vont s'assurer que les organisations britanniques puissent rester impliquées parce qu'il y a de l'expertise et les institutions britanniques vont vouloir rester impliquées parce qu'ils voient les bénéfices de ces frontières ouvertes et le partage des infos. Donc, l'hôtel restera assez ouvert. Peut-être qu'il y aura différents prix pour différentes chambres en fonction de si vous êtes membre ou non. Mais je pense que l'hôtel devrait se concentrer sur les défis principaux de la société. Et c'est ce que l'Union européenne, comme projet politique ou comme organisation qui réunit les gens, va vraiment montrer son impact pour les contribuables. On peut
adresser le changement climatique, les questions d'inégalité, l'accès à la technologie, l'accès à la santé, l'accès à la sécurité. Toutes ces questions d'inégalité, et ce sera le ticket d'entrée pour l'hôtel. Le Royaume-Uni sera là, mais si vous démontrez que vous travaillez pour lutter contre les défis principaux pour l'avenir, vous pourrez rentrer dans l'hôtel. Je voudrais juste dire que ce qui est important, c'est que l'Europe est le moteur de projets sociaux. Il y a un impact sur les projets environnementaux, l'économie de l'argent. Et ce sera encore plus le cas pour l'Horizon Europe, où il faut vraiment résoudre les problèmes sociétaux. À ce niveau, on ne parle pas de l'électronique. Ce sera intégré. Si vous avez de l'électronique de haute puissance, vous pouvez faire les véhicules électriques, on aura moins de pollution, mais en tête, il y a des questions, des valeurs sociétales et environnementales qui vont être poussées et qui deviendront par la suite des programmes technologiques. Et c'est important, il faut vraiment être moteur pour la technologie de cette manière. Merci, Marc, Emilio et Thierry. Merci à vous tous qui avez participé. Merci aux étudiants, aux techniciens. On n'a pas eu de problème de technologie. Et j'espère qu'on se reverra et on pourra continuer la discussion ensemble. Donc, pour les personnes qui regardent sur le web, je vous dis au revoir aussi et j'espère à l'année prochaine. Au revoir.